sera la meilleure. Quoi sera la meilleure? Bien. Je crois que nous allons commencer sans plus tarder. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore là, mais nous allons commencer. Nous allons avoir une heure, je crois, dans une première phase pour traiter justement de l'état des lieux, des changements climatiques et de la recherche en sciences sociales et son interaction avec les changements climatiques. Nous écouterons 10 intervenants sans distinction et je dirais que justement cette agora concerne aussi bien le centre d'études, le CERS, le centre d'études de recherche en sciences sociales, que l'école doctorale gestion des risques et développement territorial. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord donner la parole à monsieur le directeur du CERS qui va nous présenter justement un travail qui a été préparé pour justement être présenté aujourd'hui. Et il concerne pas moins d'une vingtaine d'interventions, d'une vingtaine de thèmes, et je ne dirai pas plus puisque Serdla vous dira plus que cela. Serdla. Bonjour. Donc dans le cadre, on avait commencé un travail que nous avions prévu dans le cadre de la COP, la MEDCOP, sur l'état des lieux de la recherche en sciences sociales sur les territoires et le changement climatique. Et il y a eu un groupe de plus d'une vingtaine de chercheurs, 24, 26 chercheurs, et donc 26 monographies qui ont essayé d'explorer la question en ce qui concerne la Méditerranée, l'ensemble de la Méditerranée. Et comme vous voyez, le produit est assez impressionnant. Il y a encore du travail à faire sur cette base, mais ce que nous avons déjà récolté est encourageant. Et bientôt, on aura une publication sur le thème. Voilà, donc nous avons exploré l'ensemble des sujets plausibles, la forêt, l'eau, les migrations, la violence, politique de sécurité et changement climatique, la dimension culturelle, etc. etc. Donc je suis aujourd'hui content du produit qui va encore être complété, fignolé, mais on peut être fier de ce que nous avons fait. Nous allons d'ailleurs écouter les participants et les participantes à ce travail. Nous allons les écouter présenter leurs monographies respectives. Monsieur le Président. Merci beaucoup Serdla. Et pour commencer, nous allons écouter pas moins de 6 interventions qui s'articuleront toutes autour justement de l'impact des changements climatiques, à la fois sur le littoral, sur les grands travaux hydrauliques, sur les énergies renouvelables, sur les déchets. Nous écouterons aussi d'autres interventions sur l'agriculture et la forêt, sur le nomadisme et la désertification, sur l'eau, la violence, ou plutôt les violences et les inondations, et puis aussi pour repenser le changement climatique à la lumière des sciences sociales d'une manière en tant qu'étude de synthèse. Et donc sans plus tarder, nous commencerons, d'une manière discrétionnaire, je ne choisirai pas il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, mais je préfère d'abord commencer par mademoiselle Khaoula Lansari, qui va nous parler à la fois de l'impact des changements climatiques sur l'eau, sur l'eau et donc l'impact justement des inondations. Il y aura aussi les oasis, elle nous parlera aussi un peu des oasis, mais elle nous parlera aussi de toutes les violences qui sont justement une conséquence des changements climatiques. Et donc, mais à main levée, je crois qu'il ne faudrait pas être véritablement très didactique ou très académique, vous n'aurez pas beaucoup de temps,
qui peut le plus, peut le moins. Et ce que vous pourriez dire en un quart d'heure, peut-être en une demi-heure, vous me le direz en 5-7 minutes, pas plus. À vous. Je vous remercie, Monsieur Hadi, pour cette opportunité de pouvoir déjà être parmi vous et de vous parler d'un thème qui est vraiment très intéressant parce que déjà au début, quand vous parlez de changement climatique et violence, comme j'ai dit déjà à Monsieur Hadi, il n'y a pas de lien vraiment qui est clair. Et donc je vais essayer de parler de ce thème par sur plusieurs axes. Déjà, violence et eau, le pastoralisme et les violences, les inondations et aussi comment la violence affecte-t-il le terrorisme. Et donc, d'après cette revue bibliographique, il s'est avéré que de nombreuses études dans le domaine considèrent le changement climatique plutôt comme un multiplicateur de menaces que comme un facteur parmi tant d'autres facteurs interconnectés alimentant le conflit, tels que les pauvretés, les instabilités politiques et les fractures sociales. En effet, les frustrations découlant d'un accès inéquitable aux ressources naturelles s'associe souvent à d'autres facteurs socio-culturels économiques, ce qui peut engendrer des conflits violents. Dans les États fragiles, le changement climatique rend la situation encore plus complexe, en ce sens qu'il favorise la dégradation environnementale, qu'il mine davantage la capacité de résistance des États et aussi qu'il exacerbe d'autres tensions sociales et économiques. En effet, l'ONU a mené un vaste projet de recherche dont l'objet était d'étudier les interrelations entre changement climatique, conflit et sécurité. Et donc, ils ont pris l'exemple pour le cas de la Méditerranée, au Moyen-Orient et dans le Sahel. L'étude a révélé que la manière dont les États réagissent au changement climatique pouvait créer ou exacerber le conflit d'une part, et aussi que cette violence accentuerait la vulnérabilité des populations vis-à-vis des aléas climatiques d'autre part. Maintenant, quand on parle d'eau et violence, bien sûr, dans un contexte actuel de changement climatique, mais aussi d'augmentation des besoins alimentaires, la pression sur la ressource hydraulique s'accentue fortement. L'eau est devenue un enjeu politique majeur et sa maîtrise ainsi que son partage constituent des potentiels sources de conflits. Ceux-ci peuvent être interétatiques ou internes. Dans les deux cas, ces conflits hydrauliques ne font qu'exacerber des tensions qui sont déjà bien présentes, mais poussées à l'extrême, ils pourraient déboucher sur de véritables guerres de l'eau. Par ailleurs, l'eau n'est pas forcément rare, surtout dans la Méditerranée, elle est surtout irrégulièrement répartie avec une prédominance des situations contrastées. De même, le fait que des bassins hydrographiques soient partagés entre des pays qui sont déjà affectés par le stress hydrique explique l'éventualité de conflits interétatiques. Ces régions caractérisées par un stress hydrique affichent aussi une augmentation de la population, ce qui n'y fait qu'accentuer la pression sur la ressource hydrique. Pour ce qui est du cas africain, c'est que les 2 tiers de la population est rurale et 1 tiers de la population est urbaine. Ils sont affectés déjà par l'incapacité d'accéder à une eau potable. Et donc la rareté de l'eau aggrave l'épuisement de la ressource en alimentation, ce qui génère plus d'agriculture intensive, plus de déforestation, une érosion plus avancée et une dégradation du littoral. D'autre part, nous avons le pastoralisme qui est un mode de vie complexe qui s'efforce de maintenir un équilibre optimal entre pâturage, bétail et population dans des milieux qui sont déjà variables et incertains. Les sociétés pastorales sont rarement paisibles et les conflits qui les agitent peuvent arriver jusqu'à mort d'homme. Et donc, ces éleveurs ont choisi une transhumance et donc ils ont modifié leur itinéraire de transhumance et ils se sont armés davantage, notamment en achetant des kalachnikovs. Il devient alors difficile de distinguer éleveurs transhumants des braconniers et insécurité et transhumance sont de plus en plus liés dans l'esprit de certaines populations. Ces dernières années, la forte urbanisation, la croissance de la population
et les effets probables du changement climatique font de ces crues générées par les inondations une véritable source de risque. En effet, en plus des inondations, il y a les tremblements de terre, les sécheresses et la montée du niveau de mer qui ont poussé 184 millions de personnes de migrer et donc de laisser leur foyer, leur manière de vivre. Et donc c'est ce qu'on nomme migration forcée, qui se distingue des migrations normales et volontaires dans le sens où elles surviennent dans un contexte aigu et se caractérisent par une rupture dans le fonctionnement d'une société et dans son espace de vie. Voilà, maintenant la question qu'on se pose, dans quelle mesure le changement climatique affecte-t-il le terrorisme? Pour plusieurs raisons, déjà que je vais développer en 3 raisons essentielles. Premièrement, le changement climatique risque d'exacerber la pauvreté dans des régions où elle est déjà endémique. On parle bien sûr de l'Asie du Sud, mais aussi de l'Afrique. En raison de l'augmentation des températures, mais aussi de l'intensification des cycles hydriques, des inondations et des sécheresses, la productivité agricole va diminuer dans ces régions, ce qui pourrait accroître significativement le risque de la famine. Qu'est-ce que ça a à voir la famine avec le terrorisme? La pauvreté et la faim ne causent pas directement le terrorisme, certes, mais elles contribuent à créer un environnement qui est propice à l'instabilité. Deuxièmement, le changement climatique aussi pourrait accroître le risque de faillite de l'État. En effet, selon des théories néo-malthusiennes, le poids des demandes de la population à l'égard du gouvernement va grandir puisque les ressources s'amenuisent et que la pauvreté s'accentue. Et donc, puisque j'ai épuisé mon temps, donc je vais plus me tarder. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Khawla. Nous sommes à la 22e session de la COP. On n'a toujours pas épuisé tous les sujets de la FATOFA, tous les sujets qui, justement, en relation avec les changements climatiques. Et voilà, on va passer à une autre thématique, et là, je serai peut-être intransigeant beaucoup plus qu'avec une jeune dame. Je vais appeler, justement, à la barre, c'est Brahma, et il n'aura pas plus de 5-7 minutes. Donc, mais c'est un professionnel, il le fera. Bonjour. Alors, mon thème, c'est l'état des lieux de la bibliographie relative à la thématique de la forêt, l'agriculture avec les changements climatiques et répercussions sociales. La forêt marocaine est pratiquement quasi domaniale, il n'y a pratiquement pas de forêt privée. Elle s'étend sur 9 millions d'hectares avec 3 millions d'hectares en Halfa, soit pratiquement 13% du territoire. Elle est constituée de forêts naturelles de feuillets, donc le chêne vert, Kerrouche, le chêne liège, le bolot, l'arganier, kharoubier, acacia, et de résineux, les cèdres, la tuya, et elle est répartie entre les différents étages bioclimatiques du semi-aride à aride. Les cédrés occupent les montagnes, les chênes occupent les plaines et les piémonts. Et la seule sapinerie se trouve près de Chaoun, et au sud nous avons une espèce endémique, l'arganerie. Les objectifs du COP 22 sont maintenant connus, c'est la mise en œuvre des accords du COP 21. Dans ces accords, la forêt occupe, bien sûr, la préservation de la forêt occupe une place primordiale, car la forêt est un système écologique, mais aussi qui fixe le carbone et produit de l'oxygène, mais aussi c'est un système social. Donc l'état des lieux des études sociales liées au changement climatique sur la thématique de la forêt reste peu nombreuses, car l'accent est fait sur le côté technique, sur le côté scientifique, écologique, essentiellement à la limite économique. Alors la méthodologie adoptée, c'est essentiellement de se focaliser sur le web. Nous avons pu, avec les mots-clés appropriés, déceler une centaine de titres nous avons zoomé sur 60 pour sortir une certaine typologie qui présente les signes suivants. C'est d'abord des rapports. Il s'agit de rapports institutionnels produits soit par des États, des ministères, des organismes, soit par des ONG, soit par le privé, des études de centres de recherche générale tels que CNRS en France, des centres spécialisés, des actes de congrès tels que les journées
maghrébine de la forêt et le congrès de l'Arganier, des études proposées, commandées par des organismes internationaux ou nationaux tels que la FAO, l'AFD, par des banques telles que l'AFD, la BAD, par des organismes de coopération tels que la GIZ, des brochures produites par des organes institutionnels ou des ONG, des magazines produits par des centres spécialisés dans la question liée à la forêt, des articles, mais aussi et surtout des thèses de recherche de doctorat. Mais ce que l'on peut noter en ce qui concerne le contenu de ces ouvrages, c'est rarement qu'on a trouvé un ouvrage carrément ou un livre dédié uniquement à la situation des études sociales, mais les contenus d'études ont révélé les remarques suivantes. Le poids de la question sociale, le poids de la question sociale reste dérisoire, marginal, fragmenté. Et c'est sur les côtés scientifiques, écologiques et environnementaux qu'on se focalise. On retrouve essentiellement beaucoup de recommandations. Justement, vu la carence des études sociales, on recommande de faire des études sociales sans qu'on est conscient de leur importance. Ces études aussi parlent d'acceptabilité, c'est-à-dire que les études doivent être faites avec la collaboration des acteurs territoriaux et même en amont au niveau des cahiers de charges pour avoir leur adhésion. Ça cache aussi un peu d'une recherche d'une paix sociale, mais dans tous les cas, seul un contrat social négocié d'égal à égal entre les différents acteurs de la société, pourrait garantir une adaptation de l'efficacité et la pérennité des mesures prises par la COP. Une vision superficielle de la question sociale, on ne s'est jamais posé question sur les fonds. La forêt était un patrimoine géré par les tribus, par des règles ancestrales. Elle a été dématérialisée, donc elle a été étatisée et depuis la population ne la traite plus comme un patrimoine national. On retrouve aussi le paradigme néolibéral. La doctrine néolibérale donne plus d'importance à l'aspect économique. Ainsi, la forêt est traitée en termes de rentabilité, de compétitivité, de poids dans le PIB. Cette vision ne tient pas compte ou rarement de la forêt en tant que patrimoine immatériel, un savoir-faire, d'une composante d'une culture, d'une identité. La sixième remarque, c'est l'approche genre, surtout au Maroc avec l'arganerie où la femme est prédominante dans les travaux liés à l'arganerie. Et la septième remarque, c'est que la perception du grand public, le grand public a considéré la forêt comme une affaire de l'État, de grands organismes de débat, et c'est rarement qu'il a pris conscience de l'importance de la mise en œuvre des recommandations et actes pris dans ces rencontres. Quant à l'agriculture, le thème le plus important qui reste, c'est comment concilier une culture vivrière sur laquelle il y a un socle social basé et les agricultures intensives liées à l'industrialisation et qui justement démolissent cette situation. Donc ici nous trouvons relativement pas mal d'études mais qui restent à approfondir et à préciser car c'est un dilemme très important pour lequel il va falloir trouver des issues, surtout que les engagements des pays sous-développés en voie de développement qui n'ont pas pratiquement de rôle dans les émissions des gaz à effet de serre sont les plus touchés. Et merci. Merci beaucoup Simstafa et je crois qu'il me paraît que traiter après l'agriculture et la forêt du nomadisme et de la désertification me paraît être véritablement un sujet, une continuation et je voudrais appeler si Ibrahim, je ne le vois pas. Il est là. Vous êtes là. Mais pas plus de 5 minutes. Bonjour mesdames et messieurs. Le thème que je vous présente est intitulé « L'état des sciences de la recherche en sciences sociales sur le changement climatique, désertification et nomadisme ». Je commencerai plus par
une petite précision, quelques précisions conceptuelles. On parle de changement climatique, de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, pour signifier un ensemble de variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps. L'éruption de ce phénomène a vu le jour à la fin des années 80, suite aux sécheresses qu'a connues les États-Unis. Le changement climatique reste intimement lié à la désertification, qui constitue aujourd'hui l'un des grands problèmes et défis environnementaux. Le terme désertification, il est mal compris, il est souvent associé à tort au désert naturel, alors qu'il s'agit essentiellement d'un processus anthropique survenant en dehors des déserts. La désertification n'est pas l'unique terme qui est utilisé. On parle de dessiccation, d'aridisation, d'aridification, d'extension des déserts, d'avancement des déserts, à ne pas confondre avec la sécheresse, qui reflète plutôt un déficit hydrique temporaire et qui n'est pas du tout lié au climat de la zone où elle sévit. Aujourd'hui, la définition qui est admise au niveau international, c'est qu'il s'agit d'une dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, résultant de divers facteurs, parmi lesquels les variations des variations climatiques et des activités humaines. Aujourd'hui, l'ONU estime que la désertification touche une centaine de pays qui abritent plus d'1 milliard de personnes. Chaque année, c'est 6 millions d'hectares de terres arables qui disparaissent, près d'un tiers du globe qui serait menacé par ce fléau. L'Asie à elle seule présente 1,7 milliard d'hectares de terres arides, semi-arides et subhumides. Dans le bassin méditerranéen, tous les modèles climatiques prédisent une région plus sèche et plus chaude, ainsi que des événements climatiques extrêmes et une sécheresse plus intense. On assiste aujourd'hui à ce phénomène. Au Maroc, une première analyse détaillée des problèmes a été faite au niveau du plan national de lutte contre la désertification qui date déjà de 1986, lequel plan a eu le mérite de mettre en évidence l'ampleur du phénomène qui se traduit notamment par la disparition du couvert végétal, le surpâturage qui excède les 23% et qui va avoir comme conséquence la destruction du couvert végétal et par conséquent le phénomène d'érosion. Et enfin, l'apparition de phénomènes de salinisation et d'ensablement. Ce qu'on constate que par le passé, de nombreuses régions arides offraient de bons exemples de vie en harmonie entre l'homme et son environnement. Et donc, le nomadisme était particulièrement adapté aux conditions spéciales des terres arides. Les populations pastorales se déplaçaient d'un point d'eau à un autre et ne restaient jamais sur les mêmes terres, et donc ne portaient atteinte que très peu à l'environnement. L'évolution des modes de vie et de la croissance démographique ont exercé des pressions de plus en plus fortes sur les ressources et sur les environnements. Aujourd'hui, les pratiques circulatoires pastorales sont considérées comme des outils de lutte contre la désertification. Au niveau de la littérature que j'ai pu consulter sur la question de la désertification, elle s'intéresse particulièrement aux causes de ce fléau et des moyens utilisés pour enrayer le phénomène, tout en reléguant au second plan l'homme, la société et le territoire. Et donc, c'est en termes de techniques de lutte contre la désertification que les écrits sont abondants. Les disciplines qui relèvent des sciences sociales ont tendance au contraire à traiter cette question en prenant en considération aussi bien le volet environnemental que social. Et donc, il en va de l'adaptation de ces changements qui impliquent une connaissance fine de leur ampleur, de leur nature, de leur impact, des territoires et du rôle des acteurs, qu'ils soient institutionnels, économiques ou société civile. Et donc, la littérature aujourd'hui en fait un problème aussi bien d'environnement que de développement. Les écrits sur la question sont unanimes aujourd'hui sur la complexité du processus de désertification et son caractère multidimensionnel.
je crois que je dois conclure. Donc je passe directement à la conclusion. Désolé, je croyais que j'allais avoir au moins un quart d'heure. En conclusion, les sciences sociales commencent à peine à se pencher sur ce problème, à en définir les contours et les problématiques fondamentales. Toutefois, malgré leur nombre limité, les écrits de sciences sociales traitant de cette question soulignent le fait que le risque en général est principalement une construction sociale et que le changement climatique en particulier doit être l'occasion de remettre au devant de la scène la problématique de développement parce que les réponses aux défis climatiques ont d'importantes répercussions économiques, politiques et sociétales. La lutte contre le changement climatique est un énorme défi à relever, en même temps qu'une opportunité de refonder en profondeur nos modes de faire et de penser, et pourquoi pas de transformer les risques en opportunités. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vais commencer par dire que, quand on dit ce qu'on peut dire en un quart d'heure, on peut le dire en 5 minutes. C'est vrai que finalement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça ne veut pas dire que la thématique n'a pas été traitée. Elle continuera de l'être et je crois que vous avez dit l'essentiel. Voilà, et nous allons passer justement sur une autre thématique qui n'est pas moins importante, qui est celle justement du littoral et de l'impact que subit le littoral dans son interaction avec la ville justement, avec la ville et justement les changements climatiques. Est-ce qu'il y a une interaction entre le littoral, la ville et les changements climatiques? C'est ce que va nous dire Mademoiselle Afaf Mourabi. Professeur Kheddi, nous avons donc choisi de traiter du thème des effets des changements climatiques sur le littoral en premier lieu, en second lieu sur la ville et en troisième lieu sur les grands travaux hydrauliques dans la région de la Méditerranée et de faire un état des lieux de la question au vu des sciences sociales. Nous avons pu faire l'inventaire de plus de 80 références qui se sont intéressées aux trois thèmes, littoral, ville et grands travaux hydrauliques. Répartis entre ouvrages, thèses, rapports, revues, articles, brochures et journées de formation. Les 80 références choisies ne reflètent aucunement l'énorme quantité de la littérature produite autour de ces thèmes. Concernant l'origine de cette bibliographie, il faut dire que la recherche au niveau des pays développés prévaut et de loin sur la recherche nationale, et même sur celle des autres pays du Maghreb et des pays africains. À travers la littérature consultée, l'on a pu constater que concernant le littoral, l'augmentation du niveau de l'océan sera peut-être l'impact le plus tangible du réchauffement climatique. En effet, avec 2 degrés Celsius de plus, la fourchette de hausse du niveau de la mer reste incertaine, car fortement tributaire du comportement de la calotte glaciaire du Groenland. La problématique du risque littoral serait fortement dépendante de 3 données essentielles. D'abord, la densité de la population, le niveau technique de maîtrise de l'eau, le niveau scientifique de prédiction de l'événement. Et donc, la question qui se pose, comment se préparer aujourd'hui à des événements qui se produiront dans 30, 40 ou 100 ans. Les tsunamis, les tempêtes, ces événements provoquent sur la côte non seulement des inondations, mais aussi des modifications des mouvements sédimentaires, donc des changements du trait de côte. En retour, ce nouveau trait de côte peut déterminer de nouvelles contraintes pour la circulation des eaux et impliquer une nouvelle spatialisation des dommages. Concernant la ville, le changement climatique est susceptible de provoquer et de modifier les aléas naturels, c'est-à-dire des événements pouvant affecter négativement la société. Confrontée à chacun de ces aléas, la ville donnée peut être plus ou moins touchée. Dans les zones urbaines, l'impact des vagues de chaleur dépend fortement des infrastructures en place, du type d'habitat et des modes de vie. Le changement climatique pourrait avoir des impacts positifs sur la santé par la réduction du taux de mortalité dû au froid. Cependant, au total, il est possible qu'on assiste à une augmentation des risques sanitaires dus aux vagues de chaleur et aux maladies transmises par l'alimentation et par les vecteurs tels que les moustiques, les tiques, etc. En ville, une aggravation des pollutions locales est également probable.
même si les transformations technologiques dans les transports sont de nature à largement réduire ce problème. De même, la lente submersion de certaines côtes du fait de la montée du niveau moyen de la mer peut être la source de pertes matérielles non négligeables. Cette hausse conduit aussi à des menaces accrues sur des vies humaines du fait d'une augmentation de l'aire géographique susceptible d'être submergée par les marées des tempêtes. Ces augmentations temporaires du niveau de la mer, créées par le vent et la baisse de la pression atmosphérique, au passage des tempêtes, cet effet est particulièrement important dans les zones urbanisées qui concentrent la population et le patrimoine et qui sont très dépendants des réseaux de communication. Pour ce qui est des barrages, la bibliographie consultée montre que les grands barrages ont pour la plupart beaucoup d'impact négatif sur les écosystèmes. L'émission des gaz à effet de serre à partir des réservoirs due à la décomposition de la végétation et du carbone en provenance des bassins versants est récemment identifié comme un impact écosystémique des barrages de stockage. Selon une première estimation, les émissions brutes à partir des réservoirs peuvent constituer entre 1% et 28% du potentiel de réchauffement de la planète par les émissions des gaz à effet de serre. Faire un état des lieux critique de la bibliographie consultée nous a permis de relever que les travaux de recherche portant sur le changement climatique et le littoral demeurent limités, particulièrement en ce qui concerne les sciences sociales. J'en applique ce pas relever les observations suivantes. Le changement climatique ne peut être séparé du contexte de la mondialisation. Il concerne toutes les sociétés et tous les individus. Les sciences sociales travaillent sur l'applicabilité, maillon indispensable pour passer des grandes et belles idées aux actes. D'abord, en remettant le présent dans une perspective historique pour aborder les changements climatiques. Les études à entreprendre dans un premier temps doivent porter sur les phénomènes antérieurs qui ont jalonné l'histoire de notre planète à travers les âges géologiques, mais surtout historiques. Ces études doivent inclure l'analyse par les sociologues et les historiens de toutes les données historiques. Elles mettraient en évidence la nature et la fréquence des phénomènes qui se sont produits, leur effet sur la Terre et sur les êtres vivants qui la peuplent, et ferait le point sur les comportements des communautés pour survivre à de tels phénomènes. Pour un petit peu écourter mon intervention, je voudrais juste souligner que les contributions des sciences sociales à la recherche sur le changement climatique sont bien inférieures aux attentes, car à ce jour, la recherche sur le changement climatique reste une petite spécialité au sein des sciences sociales, et ce pour de multiples raisons qui constituent autant d'obstacles à l'éclosion d'une interdisciplinarité en matière de recherche en changement climatique. L'une des principales raisons est que les spécialistes en sciences sociales n'ont jamais bénéficié du même niveau de financement de la recherche que leurs homologues des sciences du climat. Ainsi, aux États-Unis d'Amérique, on estime que 98% de l'ensemble des financements pour la recherche sur le climat sont destinés aux sciences physiques et biogéochimiques. Les 20% restants doivent permettre de financer les recherches en sciences sociales dans un ensemble de disciplines considérées comme de plus en plus essentielles à la compréhension des incidences sociales et des causes du changement climatique. Merci. Merci beaucoup, Rafa, pour cet exposé. Justement que les exposés que vous avez entendus et que vous entendez jusqu'à présent ne traduisent pas l'exhaustivité ou les thèmes qui ont été traités et que vous voyez, ici, qui feront l'objet justement d'une publication dans les semaines, dans le mois qui suit. Et je tiens justement à le dire que ceci est une idée d'abord de Serge Glassaf, justement pour sortir une thématique qui concerne toute l'humanité de son exiguïté, de ce qu'on appelle les sciences dures, pour les mettre justement entre les mains des sciences sociales et pour justement la mettre à la croisée des regards. À la croisée des regards, quelqu'un avait dit, je voudrais justement paraphraser Karl von Clausewitz qui disait que la guerre est trop importante pour être livrée entre les mains des seuls militaires. Je dirais que les changements climatiques sont trop importants pour être justement livrés entre les seules mains des seuls scientifiques. Et je donnerai justement la parole à ces
Aziz Lehaji, qui va nous entretenir, je crois, des énergies renouvelables et de leur contraire, de leur contre-face, c'est-à-dire les déchets. Est-ce que justement les énergies renouvelables nous délivreront enfin des déchets? Ah bon, monsieur, pas plus de 5 minutes. Merci, M. Hadi. Effectivement, les changements climatiques, et juste pour définir ça, est un dérèglement du climat principalement anthropique du fait de la perturbation de l'atmosphère de la planète par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui sont engendrées manifestement par des activités humaines, que ce soit en consommation, en production et les déplacements aussi. Et par aussi l'utilisation massive actuelle des sources d'énergie fossiles telles que les hydrocarbures, pétrole et carbone. Ainsi, la prévention contre les impacts du changement climatique renvoie à la réduction significative de ces émissions, ce qui se rapporte à opérer des choix fondamentaux en termes de nos modèles économiques, nos sources d'énergie et de leurs utilisations, nos modes aussi de vie et de comportement et nos modes d'organisation d'espace. La communauté des sciences humaines et sociales est consciente de l'importance de cet axe de recherche et la production scientifique compte plus d'une soixantaine de publications, celles qu'on a puisées, toutes catégories confondues. Et les préoccupations les plus importantes recensées sont la consommation d'énergie, la transition énergétique et la sécurité énergétique. L'idée principale est que le choix des énergies renouvelables opérées ne se résume pas simplement à l'adoption des technologies spécifiques ou à des modèles économiques adaptés. Il s'agit plutôt des changements profonds qui sont à l'œuvre, qui impactent profondément nos sociétés, nos habitudes, dans toutes ses composantes et essentiellement le rapport de l'humanité avec le monde de la nature. Voici en gros les grandes thématiques puisées dans la bibliographie qu'on avait identifiée. Le Maroc, actuellement, en matière d'énergie renouvelable, on le sait, la conjoncture dans laquelle il est, mais malgré ça, les thématiques puisées dans cette bibliographie restent très rarissimes. Par contre, au niveau de la France, qui a eu le premier rang en termes de recherche et production scientifique en sciences sociales dans leur interaction avec les énergies renouvelables et leur impact avec les changements climatiques. Alors, premièrement, le grand bloc de thèmes qu'on a recensé, c'est le changement énergétique et son rapport au monde. L'énergie et les techniques mises en œuvre pour son appropriation se révèlent un formidable miroir de la société, de ses conceptions du monde. D'où tout l'enjeu d'en faire un véritable objet de pensée socio-anthropologique. Et ce, parce que l'énergie se situe au centre de nos sociétés sur lesquelles se repose pas seulement la matérialité de nos modes de vie, mais aussi notre organisation sociale, qu'elle soit politique, économique, technique ou institutionnelle. Le rapport de la société à l'énergie révèle et reflète ses conceptions du monde et son rapport spécifique à lui et aussi des perceptions du bien-être social. Le deuxième thème, c'est l'accessibilité sociale et diffusion des innovations d'énergie. L'importance de cette composante vient du fait que pour plus de légitimité et d'efficacité, les moyens mis en œuvre doivent aussi faire l'objet d'une reconnaissance par un plus grand nombre d'utilisateurs, ce qui suppose de s'interroger sur ce que l'on nomme communément leur acceptabilité sociale, qui consiste à apprécier en même temps les conditions catalysant les changements et les résistances aux innovations. La troisième composante, c'est les exigences de la transition énergétique. Vous savez que la réussite d'un tel défi exige des systèmes techniques, politiques, économiques, voire même sociaux, radicalement adaptés, permettant notamment une réappropriation de la question énergétique par les citoyens et une décentralisation de son exploitation. Le quatrième thème, c'est le changement des pratiques de consommation d'énergie. Les dispositifs réglementaires et techniques ne peuvent pas seuls changer les pratiques sociales de façon pérenne si elles ne prennent pas en considération les conditions de production de ces usages. Les études et enquêtes réalisées se sont penchées sur les comportements des acteurs qui utilisent ces énergies en termes de consommation et d'usage. L'avant-dernier bloc, c'est le lien entre les formes d'organisation territoriale et les consommations énergétiques. En ce qui concerne l'impact de l'introduction des nouvelles énergies sur l'utilisation des sources d'énergie classiques, une étude a été réalisée au Maroc sur la mise en place de projets d'énergie renouvelable au niveau des territoires marocains au nord,
a démontré que des impacts économiques très attrayants ont été observés, mais malheureusement n'ont eu aucun impact sur l'utilisation du bois de feu à titre indicatif. Les sources d'énergie renouvelables n'assurent pas totalement la sécurité énergétique des populations rurales. Enfin, la justice environnementale et climatique. Pour simplifier et sans chercher l'exhaustivité, nous illustrerons ces injustices à travers 3 formes d'inégalités très peu documentées. Je cite les inégalités dans la mobilisation de la biomasse, les inégalités liées à la consommation d'énergie, les inégalités liées à la production de gaz à effet de serre. Au total, nous avons recensé plus d'une soixantaine de recherches, toutes formes confondues. Pour ce qui est des changements climatiques et les déchets, bien sûr vu d'un angle des sciences sociales, la recherche en sciences sociales révèle que la littérature traite directement la préoccupation des changements climatiques et des déchets reste très insuffisante par rapport à l'ampleur du problème et ses impacts sur la zone MENA et surtout au Maroc. Mais la majorité des études et des recherches recensées se sont focalisées sur l'analyse et la compréhension du rapport de plus en plus complexe entre l'action collective et les institutions concernées en matière de déchets. En parallèle, d'autres travaux se sont orientés vers l'analyse des procédés mis en place afin d'amorcer des changements de comportement. Alors qu'une partie de ces travaux a proposé une analyse des différents modes d'engagement des experts en sciences sociales dans la gestion des déchets radioactifs. Par contre, la question de gestion des déchets et de contrôle des décharges publiques est la plus traitée par les sciences exactes, en premier lieu, et par les sciences économiques. Dans ce même sens, la plupart des sujets portent en grande partie sur la caractérisation des déchets, notamment ménagers, l'analyse coût-bénéfice de gestion au sein des localités ou l'élimination des déchets par le recyclage, alors qu'il s'agit de compositions organiques dominantes, comme c'est le cas de plusieurs études recensées en Algérie, en Tunisie, en Jordanie, au Maroc et au Liban. Donc, sur ce volet, je dirais qu'au Maroc, certains travaux portent sur les répercussions des travailleurs dans ce domaine, qui restent bien sûr très rares, et on a recensé dans ce sens plus de 82% d'études dans ce sens. Et merci. Merci beaucoup Sidi Aziz. Je sais que ça se termine, toutes les interventions sont terminées sur un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé, mais je préfère cela. Je préfère cela parce que justement le débat n'est jamais fermé. Et nous concluons de notre liste. Nous concluons avec une intervention qui me paraît très globale puisqu'il s'intitule « Repenser les changements climatiques à la lumière ou à l'aune des sciences sociales », n'est-ce pas? C'est Abdelrahman Moulin. Vous n'aurez pas plus de 7 minutes. Merci, professeur Hadi. Bonjour tout le monde. Donc, mon intervention est intitulée Repenser les changements climatiques à la lumière des sciences sociales. Donc, les changements climatiques ont été pendant longtemps et le sont toujours analysés par les sciences dites dures, en l'occurrence les sciences de la Terre et de l'ingénieur. Néanmoins, au cours du XXe siècle, elles sont également devenues un objet de recherche pour les sciences sociales. Donc, avant d'aborder le sujet, j'ai 2 précisions à faire. Notamment, il s'agit de recherche autour des changements climatiques, abstraction faite, en tout cas, d'autres phénomènes environnementaux, c'est-à-dire les changements climatiques tels qu'ils sont définis par les climatologues. Deuxième précision, le problème du changement climatique est un problème planétaire qui réclame une responsabilité internationale, surtout depuis la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Voilà. Donc, au niveau de la généalogie du champ de recherche en sciences sociales sur le changement climatique, on distingue 2 branches. La première, elle est centrée sur les conséquences. La deuxième branche est concentrée sur les causes.
Bien sûr, il y a des circulations entre le monde de la science, les politiques publiques et les accords internationaux. Et il est pertinent de mettre en regard ces deux aspects. Tant que les circulations sont de plus en plus nombreuses, via ce que l'on appelle l'expertise. Alors la première branche centrée sur les conséquences est organisée autour de recherches qui mettent l'accent sur les conséquences sociales des événements climatiques et catastrophiques. Leurs causes, des menaces naturelles incontrôlables, sont extérieures à la société touchée. Ils apportent des réponses sur la façon dont les personnes et les sociétés perçoivent les changements climatiques, dans le cadre plus large de recherche des sciences de la Terre et de l'ingénieur, centrées sur l'ALIA. Ce sont des recherches généralement systématiques, assimilables sur les comportements des populations en situation de crise, de guerre, de menaces nucléaires, militaires, etc. Donc la seconde branche, il y a lieu de distinguer entre trois périodes. La première période des années 70, la deuxième les années 80 et 90, et puis à partir des années 2000. Donc les années 70 ont été marquées par une lecture radicale autour du concept ce qu'on appelle la vulnérabilité. Les années 80 et 90, les travaux ont été dominés par la notion du risque. Les années 2000, marquées par le changement climatique et l'élargissement du profil du catastrophe écologique, il y a le développement de ce qu'on appelle le concept de résilience. Alors pour les travaux des années 70, qui sont généralement des travaux radicaux, qui forgent leur étude sur la vulnérabilité, proposent une lecture politique des phénomènes naturels et tissent les liens entre changement climatique et développement et mettent en relief l'état des capacités locales. Donc en demeurant, ces débats au sein des sciences sociales n'affectent que marginalement les politiques publiques et la réponse de l'action internationale était surtout centrée sur le secours. Alors à partir des années 80-90 émerge une sensibilité liée au risque. Donc il y a une importante production scientifique autour de la notion de risque. Notamment avec la montée des catastrophes naturelles et des accidents industriels, notamment Tchernobyl. Ceci dit, le courant des études centrées sur la vulnérabilité s'est renforcé et néanmoins les deux types de recherche restent hermétiques. En demeurant également, les années 80, ces deux approches influencent aussi assez peu sur les politiques publiques, mais à partir des années 90, il y a une inflexion, notamment avec la signature de la Convention cadre des Nations Unies et la mise en place progressive des politiques d'atténuation et d'adaptation. Donc, les circulations entre les sciences sociales et l'action politique est une question de rapport de force et des interactions entre différentes forces vives ou parties prenantes. Au regard du discours politique dominant et des pratiques de développement, il semble la présence d'une volonté de concilier protection de l'environnement, efficacité économique et équité sociale, mais au spectre de l'approche structuraliste ou l'approche par la vulnérabilité développée par les sciences sociales, il ressort une certaine incertitude ou un flou ou une ambiguïté. Le climat ne peut être l'expression ni de la fin ni de la régulation du capitalisme, notamment dans sa nouvelle architecture néolibérale. Et comme disait Albert Einstein, on ne résout un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. On ne peut que souligner la permanence des lignes de fracture qui séparent entre les deux postures. La posture des approches par la vulnérabilité et ceux par le risque. Malgré tout, force est de constater que les concepts défendus ont pris de plus en plus de poids dans les discours des uns et des autres.
Les acteurs ont circulé d'un monde à un autre. Les idées également ont circulé en passant par des opérations de mainstreaming. En définitive, il semble que les liens entre les deux perspectives sans aucun doute sont plus grands, comme le suggère cette communication esquissée ici, et qu'il faudrait par conséquent les identifier et du coup les relier. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Je crois que nous allons avoir une demi-heure quand même de débat. Moi, je voudrais d'abord commencer par poser une question. Hier, j'écoutais, je voyais une publicité, quelqu'un qui disait il y a un trou dans la couche d'ozone. Et l'autre lui répond, il faut le boucher. L'autre leur disait, il y a la fonte des neiges. Et la dame qui répond, je n'aime pas skier. Donc, moi, ce que je vois, c'est justement cette interaction entre le changement climatique et le comportement. Et cette interaction, je crois qu'il faudrait la mettre dans le cadre d'une triangulation. L'individu, la collectivité et le développement. Je n'appelle le développement que quelque chose d'intégré et d'intégrateur. Que quelque chose qui ne se répercute pas ou plutôt qui ne se réalise pas au détriment d'une ressource. Soit une ressource humaine, soit une ressource naturelle. Est-ce qu'on est en droit de parler actuellement de développement? Quand on sait que finalement, lorsqu'on parle des changements climatiques, ce ne sont qu'une conséquence de ce qu'on appelle le développement. De ce qu'on appelle le développement, il faudrait qu'on puisse véritablement, en l'espace de 2 minutes, soit apporter un éclairage, soit poser une question, et la réponse se fera en 1 minute et demie. Je disais tout à l'heure que ce qui peut le plus peut le moins. Alors qui voudrait commencer, justement? Est-ce qu'il y a véritablement un développement? Bien sûr. Non, on peut rien faire sans le président. Bonjour. 1 minute. Parler des sciences sociales dans l'environnement, c'est poser la question des causes et des conséquences de ce qui est responsable de la destruction de l'environnement. Pour moi, la question essentielle à poser, c'est d'aller vers, parce que actuellement nous vivons dans un monde mondialisé, caractérisé par la dominance des firmes multinationales, la majorité des décisions politiques au niveau international sont prises. Donc la question qui se pose et s'impose, c'est comment traiter ces sciences sociales en tant que conséquence. Lorsqu'on parle de la pauvreté, de la pollution des océans, de l'extrémisme, de l'immigration, de tous ces constats, ce sont que des résultats de la globalisation et de la mondialisation. Notre monde actuellement, l'économie mondiale, comme vous le savez, est dominée par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les autres bras armés du système néolibéral de l'école néo-monétariste, c'est-à-dire de Friedman. Cette école parle essentiellement de moins d'État et mieux d'État. C'est dans ce sens qu'on doit faire l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel? C'est existe-t-il pour les politiques et pour les chercheurs une marge de manœuvre à faire dans ce monde où la décision n'est plus politique. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, écoutez, si le Makhzen, sans parler de Friedman, de Thomas Friedman, ce ne serait pas le Makhzen. Ce ne serait pas le Makhzen. À vous, monsieur. Merci. Je remercie un peu les intervenants sur les exposés sur les thématiques qui vont être éditées. On sera très content de lire un peu ce que les études sociaux dans ce sens-là. Mais je voudrais aussi souligner qu'il faudrait aussi creuser au niveau des impacts des énergies renouvelables sur les populations locales. Nous, on a une station nord dont on est fiers. On est les premiers dans l'Afrique, mais il ne faut pas vraiment se fier à cette joie-là, parce que ce qui se passe maintenant au niveau du barrage de Ouarzazate sur l'impact des sources hydriques et sur la nappe phréatique, c'est aussi quelque chose qui doit être étudié. Les gens en souffrent parce que la vallée est la meilleure vallée du monde qui produit les meilleures dates de la région arabe, de la vallée de Zagora. Ça va être impacté par ces énergies renouvelables.
Il y a aussi ces études sociales. Pourquoi on doit se pencher? Parce que ce sont les études qui parlent aux gens des localités. C'est ces études qui peuvent nous dire vraiment ce que pensent les gens sur le changement de leur vie et l'impact sur le territorial. À Imran, est-ce que cette station a changé un peu le développement dans la région d'Imran? Je ne crois pas parce que j'étais là. J'ai vu un peu ce qui s'est passé là-bas. Les gens sont en train de... Donc il faut attaquer déjà. Il ne faut pas rester jusqu'à ce que le trou soit... Il faut le boucher dès maintenant parce que vraiment, il y a la première station qui a été éditée. Le refroidissement se fait par l'eau. Et l'injection de l'eau du barrage a pris... Donc on a fait attention et on a changé la phase 2, la station 2, 3 et 4. Mais la station 1 reste un vrai désastre par rapport à ce que le Maroc présente comme une richesse par rapport à l'Afrique. Je crois qu'il va nous apporter beaucoup, mais l'impact sur les gens, l'impact sur la société locale, sur le nomadisme, sur la qualité des gens qui vivaient dans une nature qui est aussi déserte, mais qui est très belle et qui est très, si on peut dire, trop climatique, deviendra quelque chose que prochainement on dira qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que on m'a appris que le développement est d'abord anthropocentrique. Anthropocentrique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se réaliser au détriment d'une personne, au détriment d'une chose, au détriment d'une ressource. Et on m'a dit aussi que finalement, pour enclencher un développement, il faudrait qu'il soit pour, par et avec ceux qui sont concernés. Ceux qui sont concernés, au prix de me répéter, Gandhi, je crois, qui avait dit quelque chose de sublime, d'extraordinaire, que tout ce que vous faites pour moi et sans moi, vous le faites contre moi. Et je crois que tout processus, quel qu'il soit, s'il décolle de ceux à qui il est censé s'adresser, je ne crois pas qu'il rencontrera un résultat positif. Ceci étant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes dans une logique extraordinaire. Donc, nous sommes dans une logique qui véritablement promet. Alors maintenant, il faudrait corriger, il faudrait justement associer. Et lorsqu'on est sur une pratique, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Et je parlais justement à Adam, la dernière fois, et dans l'histoire, pour peu qu'on veuille rouvrir les pages de l'histoire, il y a un oléoduc qui remonte à pas moins de 5 siècles, qui transportait de l'huile d'olive de Tahanna au Tamrach, qui le codait, qui en parle, c'est pas pour autant que les gens de Tahanna sont morts. C'est-à-dire qu'on a changé une pratique et on est passé sur une autre pratique. Et ce qu'il y a, c'est que justement, c'est cela la préoccupation, qu'il nous faudrait justement se préoccuper des gens pour qu'ils restent sur place. Je crois que vous avez une demoiselle qui travaille justement sur les oasis et j'espère que dans un an ou un an et demi, elle nous dira quelque chose de plus important. À vous. Je sais pas si ça peut arriver, je crois. Bonjour tout le monde. À travers les interventions des chercheurs, que ce soit de l'INO ou du CERS, nous avons remarqué la rareté la place limitée des sciences sociales dont les domaines relevant des changements climatiques ou de l'environnement, sachant qu'il s'agit d'une thématique qui concerne l'humanité entière, puisqu'il s'agit d'un individu mondial. Personnellement, je me demande quelles sont les causes de ce cloisonnement scientifique. Pourquoi la thématique est accaparée presque par les sciences dures. Et je vous remercie. Mademoiselle Siorani. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد فقط أن أتدخل في النقطة التي تحدث فيها الأخ حول محطة نور ورزازات، وأنا أسكن بالمنطقة وأعرف جيدا تفاصيل هذه المحطة. فبالنسبة للماء الذي يستهلك في محطة نور واحد، فلا محطة نور واحد لا تستهلك إلا 1% من مخزون سد المنصور الذهبي بورزازات. أعيد وأكررها 1% فقط. إذا ليس هناك أي تكتير وليس هناك أي استهلاك
للماء الموجود في حقينة السد أحمد المنصور الذهبي. وبالنسبة لمحطة نور 2 و3 و4 فإنها ستعمل بدون استهلاك أي نقطة ماء من سد المنصور الذهبي بورزازات. شكرا. Voilà à quoi ça sert l'agora. C'est justement de croiser les regards, de croiser les regards et puis de rétablir certaines réalités qui sont véritablement très importantes. Bravo.